Merci d'être à notre conférence qui s'intitule « Comment intégrer la RSE au cœur des pratiques agiles » au salon Agile en Seine. Donc aujourd'hui, dans un premier temps, on va remercier effectivement les sponsors et les partenaires qui permettent la tenue de cet événement. Merci aussi aux organisateurs. Nous sommes également, on fait partie de Click Group, on est aussi partenaire Silver. On va d'abord se présenter. Je vous présente Mathieu. Bonjour à tous, donc moi je suis CIO chez Click Group. Et moi-même, donc Arnaud Gagné, responsable de BU chez Click Group. Alors on n'a aucune prétention de dire que nous sommes des gourous de l'agilité, ni même du RSE, mais on est dans une pratique de réflexion, de sensibilisation et de se poser des questions dans le monde dans lequel on vit, et notamment dans cette pratique de l'agile qu'on connaît un peu tous au sein de nos différentes activités. Et donc je passe la main à Mathieu. Alors je vais commencer par vous titiller un petit peu. Alors quand on fait un projet agile, c'est pratique. On crée ses propres rôles, son petit écosystème, ses rituels. Et pour que tout soit bien agréable, on intègre même le client avec nous. Comme ça, on est dans un périmètre bien borné et on n'a plus de questions à se poser. Sauf que la vraie vie, c'est pas ça. On vit dans un monde avec des problématiques. Alors aujourd'hui, on est quand même bien placé pour s'en rendre compte. Il y a des problèmes géopolitiques, des problèmes d'énergie, des problèmes d'environnement. Et donc, on ne peut pas faire nos projets en autarcie comme ça, en créant sa propre équipe, ses propres règles, en oubliant complètement le monde extérieur qui nous entoure. Donc il y a vraiment une nécessité à faire quelque chose pour intégrer toutes ces problématiques du monde extérieur qui influent de manière exogène sur nos projets. Et nos projets eux-mêmes, ils vont influer sur le monde extérieur. Donc le gouvernement il nous a demandé de réduire de 10% nos consommations énergétiques pour aujourd'hui, pour cet hiver. Donc sur le numérique, je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose, on peut aller bien au-delà des 10% si on met un petit effort. C'est parti Arnaud ? C'est parti. Merci. Alors une petite slide rapide sur les origines de la RSE. Alors il y a plusieurs courants de pensée, mais en gros on trouve la littérature dès les années 60. Alors pour une petite histoire, juste une anecdote. En fait on pourrait même parler de RSE bien plus tôt, avec le boycott des consommateurs anglais du sucre qui était produit par l'esclavage. Et en fait ils ont boycotté la consommation. Est-ce qu'on parle de RSE, en tout cas d'impact social? C'est la question. Cette norme, elle a été, la RSE a été normalisée grâce à l'ISO 26000 en 2010. L'objectif, globalement, c'est, on va dire, d'intégrer le développement durable, mais pas que, parce que derrière, il y a un volet social, environnemental, éthique, notamment autour des valeurs humaines. Et donc, c'est ce qu'on propose, nous, on va dire, en attaquer par ce prisme-là, ces trois piliers, même s'il y en a plus que ça dans la RSE. Et on a attaqué notre réflexion par ces trois piliers, social, environnemental et humain. Alors, on s'est posé la question, mais si on met en parallèle effectivement l'agilité, est-ce qu'ils ont un objectif commun? Alors le premier, on l'a dit, la RSE, on est dans l'application d'un développement durable de l'entreprise, donc là on parle d'une entreprise, mais on pourrait parler d'un projet, bien entendu, d'une application. Le deuxième point, alors je vous passe l'affront de vous faire une slide sur les origines de l'agilité et tout ça vient, etc. Mais voilà, notre objectif, l'objectif et on va dire l'un des fers de lance de l'agilité, c'est de montrer qu'on a une capacité à s'adapter aux changements qui entourent les différentes entreprises ou le projet. Et on s'est dit, derrière, c'est quoi véritablement l'objectif et ce qu'il est commun? On en a trouvé une, c'est d'apporter de la valeur, que ce soit côté RSE, que ce soit côté agilité. Alors apporter de la valeur, oui, mais quelle valeur? Quand on parle d'agilité, on entend bien ces valeurs métiers qu'on a tous en tête, la valeur économique aussi, un point d'effort, ça vaut quelque chose. Mais un coach agile, qui est d'ailleurs avec nous, ici, de CLI, nous disait, ok, mais il faut redéfinir ces valeurs en intégrant d'autres éléments, notamment de la RSE. Ça, c'est ce qu'on vous propose de voir tout simplement dans nos prochains chapitres. Alors on a essayé effectivement de scruter toute la chaîne, et notamment on s'est inspiré un petit peu de cette idée de produits manufacturés. Aujourd'hui, tous les produits qu'on achète qui sont matériels, ils font partie d'une process de fabrication, et aujourd'hui, les créateurs, les fabricants, se posent depuis assez un nombre d'années
déjà des questions sur toute cette chaîne et comment intégrer ces valeurs RSE au sein de cette chaîne. Nous, la question qu'on s'est dit, mais aujourd'hui, est-ce qu'on se pose ces questions-là quand on crée nos applications via cette méthode? Et est-ce que, aujourd'hui, la méthode agile est adaptée ou est-ce qu'il y a des choses à changer? Et qu'est-ce qu'on adapterait? Voilà notre réflexion et ce qu'on propose de vous détailler aujourd'hui. Alors la RSE, dans la définition officielle, c'est 7 piliers, 7 axes. Nous, on a décidé de rationaliser ça en 3 axes, environnement, social et économique. Alors, on n'a pas du tout la prétention que ce soit objectif, mais c'est plutôt d'avoir un sentiment de où on en est au départ sans rien faire. Et alors, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de l'environnement, on n'est pas forcément bien aligné entre les objectifs agiles et les objectifs RSE. À la limite, la seule chose qu'on peut mettre en point positif, c'est qu'on ne va pas trop faire de documentation, ou faire uniquement le strict nécessaire, éviter de produire des choses qui ne servent à rien dans cet aspect-là. Mais sinon, par exemple, sur l'influence du changement climatique, qui sont les axes de la RSE, on voit que naturellement, dans l'agilité, il n'y a rien qui nous pousse à améliorer notre impact sur ces axes-là. Le deuxième volet, c'est le volet social. Alors le volet social, on voit 2 points majeurs, globalement. Vous savez tous, l'agilité, elle est résolument tournée vers l'humain, avec les interactions, en favorisant les interactions et les relations plutôt que les outils. On le sait tous. Donc aujourd'hui, intrinsèquement, on est plutôt bien placé dans certains points de ce volet-là, notamment tout ce qui tourne autour de la relation et le dialogue, les droits humains et le capital humain. Maintenant, on a aussi sans doute un axe à travailler, c'est ce que disait Mathieu en début et en introduction, on est quand même dans un cercle qu'on arrive à fermer pour prendre quand même certaines parties prenantes, mais on ne va pas aller au-delà dans cette construction d'applications via la méthode agile pour se poser toutes les questions jusqu'en bout de toute cette chaîne. Et donc ce qu'on propose, nous, c'est pourquoi on ne ferait pas et pourquoi on n'irait pas plus loin dans l'embarcation des parties prenantes. Alors on verra ensemble ce qu'on définit, nous, comme une partie prenante, autre que ce qu'on a l'habitude de voir dans la méthodologie agile. Sur l'aspect économique, alors là, ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt naturellement aligné, notamment par une gouvernance qui est très transparente et qui intègre les opérateurs économiques du projet et ceux qui y sont afférents. Donc là, on voit que c'est plutôt naturellement aligné. Un des axes où c'est un petit peu faible, de notre point de vue, c'est sur le développement local, où il n'y a rien dans la méthode qui nous pousse à interagir plus favorablement avec les gens qui sont proches de nous et qui partagent des valeurs communes avec nous. Donc là-dessus, on peut peut-être avoir on peut avoir un effort à faire pour favoriser plus les entreprises locales dans nos projets agiles. Alors du coup, on vient de voir brièvement par les 3 volets, on va dire, vous m'entendez? Oui. On vient de voir par les 3 volets ce qui est naturellement aligné et ce qu'on verrait pour changer. Et donc, maintenant, on propose de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Je vais parler plus fort. Un peu plus dans le vif du sujet pour voir par 4 leviers qu'on a sortis comment on adapterait la méthode agile en intégrant cette vision RSE. Alors déjà, ce qui est important, c'est de ne pas se tromper d'objectif. Ça, c'est State of Agile 2021, je crois, où on a demandé aux gens pourquoi ils utilisaient de l'agile. Alors si on regarde en détail, ce qui arrive en haut, c'est s'adapter au changement et accélérer le delivery du software. Par contre, ce qui arrive assez bas, c'est réduire le coût d'un projet ou augmenter sa maintenabilité. Donc si on veut avoir un impact sur les produits qu'on fait, on voit qu'on doit être proactif. Enfin, c'est pas naturel pour les gens qui choisissent l'agilité dans leur projet de mettre ça au cœur de leur démarche. Donc on a vraiment quelque chose à faire pour inciter toutes les parties prenantes du projet à mettre ça en haut des objectifs. Alors il y a peut-être quelque chose qui va nous aider à le faire, et pour ça on va faire un petit exercice. Donc ça vous connaissez, c'est une citadine. Bon, une petite citadine, elle permet de se déplacer d'un point A à un point B, consomme 4,8 litres au 100 mg de CO2 au kilomètre. Une autre voiture, un peu plus grosse, elle se déplace d'un point A à un point B, avec d'autres caractéristiques, mais bon, qui
doivent être optionnels. 12,5 litres au 100, 283 grammes de CO2. Maintenant, on va aller dans le numérique. Ça, c'est un jeu qui a été développé par The 8-Bit Guy, qui est un YouTuber américain qui est fan de rétro-tech. Et donc, dans les années 2020, il a créé ce jeu qui tourne sur un Intel 8088, donc 4 MHz, pas GHz. Et à côté de ça, donc ça permet de se divertir, 2 watts à peu près de consommation. À côté de ça, vous avez Flight Simulator 2020, donc il faut quand même une belle tête de course, et en plus du cloud pour faire fonctionner ce logiciel. Donc dans un cas, vous avez un rapport x2 avec une action publique qui est très très incitative, puisque le malus est quand même 3 fois le prix de la citadine, alors que dans le numérique, vous pouvez avoir des ratios à x500, x1000, même x10 000, où il n'y a absolument aucune incitation. Et ce qu'on voit, c'est que le pouvoir public il commence à s'intéresser à ça, et donc c'est à nous aussi d'être proactifs et de faire ça avant que les pouvoirs publics nous imposent des normes qu'on ne saura pas respecter. Donc soyons vertueux pour donner l'exemple. Et d'ailleurs, pour aller un peu plus loin et de regarder l'impact du numérique, on va se baser sur des études, tout simplement, et notamment sur la consommation énergétique du numérique mondial. Alors ce qu'on voit avec ce fromage-là, ce qu'on voit, c'est que la consommation énergétique, le poste le plus important reste quand même l'utilisation. Alors certes, c'est les données de 2017, on pourrait se réactualiser. Là, le but, c'était plutôt de forcer la réflexion. L'utilisation reste plus importante que la production. Puis on peut s'apercevoir que plus on va utiliser le produit longtemps, plus cette part va être importante, et donc la part de production va être plus faible. Et si on creuse un peu, il y a 2 axes majeurs qu'il faut garder à l'esprit. Le premier, c'est effectivement l'exposition du volume de données. Donc, on parle d'infobésité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce mot. On a toujours plus de données générées, traitées, transférées. Et notamment, le deuxième axe, c'est toujours plus de trafic, de fonctionnalités gourmandes en ressources, en flux, en matériaux. Et là, on va parler plutôt d'obésiciel. Ces 2 axes sont importants parce que ce qu'on doit chercher véritablement, on a tous en tête de parler de ce mot sobriété numérique, c'est ce qu'on doit tous chercher. La question, c'est comment et qu'est-ce qu'on doit faire en termes d'action. Donc on voit bien qu'ici, notre travail à nous, qui sommes effectivement des créateurs d'applications pour nos clients, pour nos consommateurs, on a un rôle à jouer dans cette guerre, tout simplement, pour gagner cette bataille et dire qu'on va pouvoir rester sur cette planète, si on creuse un peu l'affaire. La question, c'est comment on peut embarquer aussi nos clients aujourd'hui, nos utilisateurs. Je dirais que, comme les produits manufacturés, aujourd'hui, ces consommateurs, on dit que ces fabricants ont embarqué les utilisateurs, les consommateurs, pour leur donner des clés. Aujourd'hui, quand vous achetez un paquet de pâtes, pas un paquet de pâtes, mauvais exemple, mais un paquet qui a été transformé, vous allez trouver des ingrédients et il y a encore plus d'informations qu'il y a 20 ans auparavant. Donc, on donne tout simplement les clés à notre utilisateur, donc à notre consommateur, de comprendre tout simplement comment est construit le produit, pour faire un choix conscient. Est-ce que ça respecte ses valeurs? Est-ce que ça l'intéresse de l'acheter ou pas? Tout simplement, aujourd'hui, on devrait faire de même avec nos utilisateurs. On devrait leur donner les clés, d'être informés comment on construit l'application, quelles démarches on a faites, pour qu'eux-mêmes puissent faire des choix éclairés. Aujourd'hui, un coach agile nous disait vous avez vous-même la mission de pousser ça aux usagers. C'est pas l'usager ne va pas avoir les infos tout seul. Donc c'est à nous, créateurs d'applications utilisant cette méthode, de pousser ces informations. Le deuxième point, c'est qu'en retour, le consommateur a aussi des besoins qu'ils expriment, et des fois non exprimés. À nous aussi d'extirper ces informations pour que le terme devienne aussi dans le numérique le consommateur, c'est-à-dire d'être capable tout simplement de faire des choix éclairés, que le consommateur puisse être acteur du produit qu'on crée pour lui. Pierre, coach agile, qui nous disait aussi, on voit bien, c'était les débuts aussi dans les produits manufacturés, on ne s'intéressait pas forcément à comment ils étaient fabriqués. Donc au départ, une minorité sera sensible, c'est à nous effectivement de les aider à simplement rendre ça important au sein même de la chaîne de production. Et pour ça, on va attaquer par nos 4 leviers et vous proposer, rentrer un peu plus dans le concret, qu'est-ce qu'on aménagerait. Et on commence avec le levier 1, technologie.
Exactement. Donc au cœur des produits numériques, il y a des technologies. Et les technologies, elles ont des impacts qui sont importants. Alors le premier, c'est les développeurs. Alors les développeurs, je ne sais pas si vous, quand on se pose la question de dans quelles conditions de travail, tout simplement la solution technique ont été développées, il y a une anecdote, enfin une anecdote, c'est plutôt triste dans l'esprit. L'idée c'est que, je ne sais pas si vous connaissez le ICU 996, ça vient de Chine. En fait, globalement, les développeurs étaient soumis à un rythme de 9h-21h et 6 jours sur 7 de travail dans certaines entreprises chinoises. Et bien évidemment, ce rythme effréné, la jeunesse chinoise s'est révoltée. Et donc du coup, nous, on est peut-être utilisateurs de produits issus de cette pratique. La question c'est, est-ce que c'est en rapport avec nos valeurs qu'on aimerait prôner au sein de nos produits? Alors ce qui est rigolo, c'est que la jeunesse chinoise, elle s'est révoltée, mais sur GitHub. Donc en fait, ils mettaient des stars sur un repo sur GitHub. Donc là, ce qui est rigolo aussi, c'est que le numérique, c'était aussi le vecteur qui a permis cette révolte. Ensuite, quand on fait des choix de technologie, dans vos projets, vous allez avoir des librairies et des frameworks. Donc là, moi, j'ai mis des questions à vous poser. Essayez de répondre sur tous les projets que vous faites et les technologies et les frameworks que vous utilisez. Quelle est son origine géographique? Qui l'a créé? Quel est le business model derrière? Est-ce qu'il y a une politique qui est associée? Quelles sont les entreprises qui sont derrière? C'est vraiment des questions qui sont importantes à se poser et qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne se pose pas du tout. Et pourtant, ça a beaucoup d'impact. Et le dernier point, c'est le cloud. Oui, évidemment, le cloud, on voit bien que ça prend de plus en plus d'importance. Mais est-ce qu'on se pose ces questions de dire où est stocké le data center? Quelles pratiques sont mises en œuvre? Tout ça, on pense qu'elles seront encore plus importantes et encore plus d'actualité aujourd'hui. Tout simplement, entre un data center en Allemagne et un data center en France, non seulement il y a la politique publique, mais également le type de consommation d'énergie et le coût que ça représente, qui sera différent. Donc très concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire comme type d'action? C'est par exemple favoriser des startups ou des solutions qui sont développées localement, donc favoriser le local, puisque ces solutions, comme elles sont développées localement, on sait qu'elles sont faites dans des conditions de travail qui sont bonnes et avec une certaine loyauté économique par rapport à d'autres concurrents. Ensuite, ça peut être de favoriser les circuits courts. Donc exactement comme dans l'industrie traditionnelle, on va éviter les intermédiaires pour finalement donner plus de valeur à ceux qui produisent vraiment les produits et donc leur donner peut-être plus de moyens pour s'améliorer. Et enfin, ça va être de favoriser des technologies qui offrent plus de longévité. Donc on ne va pas faire du name dropping pour le faire, on ne va pas vous dire ce qu'il ne faut pas utiliser ou utiliser, mais par exemple Angular, est-ce qu'il y a des gens qui utilisent Angular dans leur projet? Est-ce que vous savez quelle est la durée de maintenance d'une version d'Angular? Non? C'est 18 mois. Donc ça veut dire qu'au bout de 18 mois, votre version elle est obsolète, elle n'est plus maintenue par Google. Donc ça veut dire que quand vous faites ce choix de technologie dans votre projet, il faut que vous ayez conscience que tous les 18 mois, vous allez devoir mettre à jour votre produit pour intégrer la nouvelle version. Donc alors certes, ils essayent de faire en sorte que le passage soit de plus en plus facile, mais c'est quand même un coût qu'il y a dans le projet et qu'il faut faire en conscience. Donc on ne vous dit pas qu'il faut l'utiliser ou pas l'utiliser, parce qu'il y a plein de produits, par exemple, dont la durée de vie est moins de 18 mois, et à ce moment-là, ça pose absolument aucun problème. Et quand vous faites des projets qui doivent durer sur des années, même voire des dizaines d'années des fois, c'est un coût qui est non négligeable, et donc peut-être que c'est intéressant de se poser la question. Donc si on fait l'exercice, il y avait beaucoup de questions là-bas, sur la première slide, mais sur les produits que vous utilisez, essayez au moins de trouver ces deux informations, l'origine géographique des solutions que vous utilisez et la gouvernance qui est associée. Donc vous allez voir, des fois c'est pas du tout facile de trouver cette information et des fois vous allez être surpris avec des choses que vous pensez être open source, gérées par une grande communauté, et en fait vous vous rendez compte que c'est des entreprises qui sont derrière avec un modèle économique qui est bien ficelé. Donc la seule chose qu'on vous dit, c'est posez-vous les questions et faites des choix en conscience. Donc, en résumé, donc on peut dire deux points à retenir. Nous, ce qu'on propose, c'est d'enrichir des ateliers en début de projet, effectivement en intégrant et permettant aux consommateurs de comprendre les technologies utilisées
et d'aider au choix, tout simplement. Le deuxième point, c'est d'optimiser l'utilisation des technologies retenues. L'objectif ici, c'est d'utiliser des technologies qui ont une durabilité longue, qui permettent de facilement maintenir l'application. Et pour ça, on revient au premier point, c'est d'aider à la compréhension du consommateur, de lui dire, nous on fait ce choix-là, voilà pourquoi. Là, on commence à mettre des briques, d'apporter de nouvelles valeurs, autres que métier économique, à la méthode agile. Le deuxième point, c'est architecture. On va descendre un petit peu dans le plus bas niveau. Vous allez vous comprendre, c'est quand même compréhensible pour tout le monde. Mathieu est très pédagogue. Alors effectivement, il n'y a pas que des gens techniques, mais on va quand même un peu parler de technique parce qu'un projet informatique, à la fin, c'est quand même du code. Alors il y a 3 grands types d'architecture qui existent. Alors c'est pas moi qui ai fait cette typologie, hein, elle est dans la littérature depuis longtemps. Donc il y a ce qu'on appelle le monolithe, donc c'est quelque chose qui est simple, voilà. Vous mettez tout le code dans le même endroit. Vous avez les microservices, je pense que tout le monde a entendu parler de ça, et puis vous avez les architectures modulaires. Alors c'est ce triptyque qui vient de Martin Fowler, donc ça c'est les années 2000, 90-2000. Et donc lui il a tracé ce graphique où vous avez pour chaque type d'architecture finalement la courbe du nombre de fonctionnalités avec le coût associé. Donc en fait ça permet de dire déjà une première chose, c'est qu'il n'y a pas une meilleure architecture, il y a une architecture qui est adaptée à un cas d'usage, à un besoin. Donc si vous avez une petite application avec peu de fonctionnalités, vaut mieux rester sur le monolithe. A contrario, si vous avez une application qui est très complexe, avec des métiers qui peuvent être bien découplés, vous allez avoir intérêt à aller sur les microservices. Donc ça veut juste dire qu'il faut faire un choix intelligent en fonction de son contexte. Alors moi, humblement, j'ai suivi un peu Martin Fowler, et je me suis dit, est-ce qu'on pourrait faire un petit peu le même type de courbe, mais en changeant ce qu'il y a en axe et en abscisse et en ordonnée. Donc là, en abscisse, vous avez l'utilisation de votre système, donc ça va être le nombre d'utilisateurs fois leur fréquence d'utilisation, et en ordonnée, du coup, l'impact CO2. Et donc ce qu'on se rend compte, lié à notre expérience, c'est que si vous êtes en architecture modulaire ou monolithique, au début, c'est très linéaire. Par contre, vous allez avoir du mal à adapter potentiellement les ressources à chaque fonctionnalité, donc très finement. Par contre, sur les microservices, vous allez avoir un overhead dès le départ, puisque vous allez devoir mettre en place toute une architecture qui est beaucoup plus complexe, rien que pour faire fonctionner ces microservices. Donc ça va être des choses de monitoring, plein de services qui sont juste nécessaires pour faire fonctionner ce type d'architecture. Donc vous n'avez peut-être pas besoin, parce qu'il faut aller assez loin en termes d'utilisation, pour avoir vraiment les bénéfices des microservices. Donc dans un projet, l'architecture en microservices, ça implique plusieurs choses. De la coordination entre systèmes, donc ça veut dire plus de flux réseau, plus d'abstraction, plus de conversion entre différents systèmes. Donc, et surtout, le point le plus important, c'est plus d'hétérogénéité technique. Puisque quand vous faites des microservices, l'objectif, c'est de faire des équipes dédiées par microservice, chacune étant plus ou moins autonome sur les choix qu'elle va pouvoir faire. Donc vous allez avoir plus d'hétérogénéité et donc un MCO qui est bien plus complexe. Par contre, ce que vous allez gagner, si vous avez beaucoup d'utilisation, c'est une adéquation très fine entre les ressources que vous allez mettre en face de chaque fonctionnalité. A contrario, sur les architectures modulaires, vous allez prolonger la durée de vie de votre application sans avoir un surcoût trop important au départ. Donc nous, dans les projets qu'on fait, pour la France, on a assez peu besoin finalement d'architecture microservices. Donc ce qu'on préfère préconiser à nos clients, c'est de rester sur une architecture modulaire au départ, c'est-à-dire de bien tout organiser et de préparer la bascule potentielle vers les microservices s'ils en ont besoin. C'est-à-dire qu'ils ont un module qui est bien organisé, séparé en modules fonctionnels clairs, et le jour où ils ont besoin d'en sortir un en tant que microservice, ils peuvent le faire. Donc à l'heure du choix, ce qui est important, c'est que tout n'est pas équivalent et qu'il faut faire un choix très éclairé en sprint 0 et pas hésiter à le remettre en question plus tard. Et donc pour résumer, idem, qu'est-ce qu'on adapterait à la méthode agile? Là encore, on a besoin d'embarquer tout le monde sur les choix et comprendre les impacts. Donc c'est sensibiliser effectivement les acteurs et les inclure dans les ateliers d'architecture, même les sponsors, pour expliquer nos choix. Non pas que pour des points de vue techniques, performance, mais également pour un point de vue RSE. Le deuxième point, c'est limiter les ressources clients.
Ça, on voit bien que les architectures, en fonction de la mise en place, vont avoir un impact fort sur l'ordinateur, qui sera nécessaire de plus en plus récent, ou le smartphone, et puis utiliser le réseau à bon escient. Idem côté ressources serveurs, la même idée de réutilisation de briques. On a cette idée de se dire, est-ce qu'on est dans un mode de recyclage? On peut se poser la question, est-ce qu'on recycle pour les bonnes raisons? Aujourd'hui, on recycle assez facilement des composants qu'on a déjà écrits, mais pour se dire, c'est plus facile de repartir là-dessus. Demain, il faudrait se poser la question, est-ce que c'est pas mieux d'un point de vue impact social, environnemental, de repartir sur quelque chose déjà écrit? Et là, on ouvrirait sans doute un peu plus l'esprit. On continue avec le levier 3. Là, on parle de l'organisation même de nos projets, basés sur la méthode agile. Alors aujourd'hui, on a... voilà, ma vocation n'est pas de dire tel outil est bien ou tel outil n'est pas bien. Je voulais juste vous montrer, et ça, ce sont des cas échantillons, la multitude d'outils qu'on utilise tous un peu au quotidien, on s'en rend même trop compte d'ailleurs. La vraie question, c'est de se dire, oui, aujourd'hui, on se dit, j'ai un besoin, il y a bien un outil qui sait faire ça, et on ne se pose pas trop la question de l'impact. Maintenant, si on va plus loin, est-ce qu'on a besoin de cet outil? Puisque derrière, la mise en place de chaque outil pour répondre à ce besoin, bien entendu, il a un impact. Ou est-ce qu'aujourd'hui, on peut limiter ses dépendances à ces outils pour répondre à nos besoins? Et de se dire, non, j'ai peut-être un outil qui peut faire à peu près la même chose, et du coup, il est déjà en place, donc mon impact sera plus faible. Un autre exemple avec nos meetings, aujourd'hui on est tous présents, vous avez tous pris transport en commun, voiture, etc. J'en mets pas ça en cause, mais c'est bien de se poser la question. Aujourd'hui, une réunion, on va dire 1 heure, 10 participants, c'est environ 0,2 g équivalent CO2 par minute par personne. Alors le 0,2, il est plus en mode audio. Dans les études, c'est plus en mode audio. On n'a pas les caméras activées. Quand on active les caméras, on est plus autour de 0,4. Si on prend en physique, on estime que c'est à 20 km, 5 en voiture, 5 en transport en commun, on arrive à 12 000 grammes équivalent CO2. Si on prend le 0,2 fois 10 participants, mais par minute pendant 1 heure, on est à 120 grammes équivalent CO2. On voit bien qu'on a un facteur x100 entre une même réunion qui s'est passée entièrement distancielle en audio ou alors en présentiel. Donc là, la question, c'est de se dire, au sein de nos cérémonies agiles et notre méthodo qu'on met en place aujourd'hui au quotidien, est-ce qu'on a besoin, et je sais qu'aujourd'hui, quand on parle de la cérémonie agile, on est dans ce mode où on veut être en présentiel, on est debout, on a des post-it, des choses comme ça, mais aujourd'hui, ça a un impact. Avec le Covid, ça nous a un peu aidé à changer un peu nos modes de fonctionnement. Est-ce qu'on a tendance à revenir à l'ancien mode? Est-ce qu'on se dit qu'on va s'adapter? On est en mode hybride? Voilà, c'est la question qu'on se pose pour dire, ces choix-là ont un impact également. Et donc, pour résumer, ce qu'on vous propose, c'est d'adapter la méthode agile en faisant 2 choses. Le premier, c'est de limiter le nombre d'outils utilisés. C'est-à-dire déjà de se poser la question de comment on peut maximiser l'utilisation des outils qui sont déjà en place. Notamment, ça peut se faire par un meilleur partage des bonnes pratiques entre personnes qui utilisent ces outils, parce qu'il y a souvent des bonnes idées ou des choses qui sont réplicables. Et la deuxième chose, ça va être de modifier les modalités de réunion. En fait, comme disait Arnaud, l'objectif, c'est pas de se dire est-ce qu'on arrête complètement les réunions physiques, c'est comment on les rend les plus efficaces possibles et les plus pertinentes possibles quand on se déplace. Et à contrario, est-ce qu'on peut pas construire des nouvelles cérémonies, des nouveaux types d'ateliers qui soient dédiés à du distanciel? Donc il y a des outils qui permettent de nous aider à le faire. Mais ce qui serait intéressant, c'est de voir comment on peut vraiment changer aussi les rituels et les types d'ateliers pour intégrer cette dimension directement nativement. Donc ça, c'est ce qu'on a proposé à nos coachs agiles, et donc ils sont en train de travailler là-dessus pour faire des nouveaux formats d'ateliers qui soient vraiment pensés pour du distanciel. Donc Sylvain, ce qu'il nous dit, c'est en général, on fait plutôt des choix de facilité, parce que ce qu'on veut, c'est donner plus de valeur vite au client, c'est plutôt la rapidité qui est le maître mot. Alors ce qu'on doit chercher, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile, c'est la simplicité. 4e levier, ce sera notre dernier levier, qui est vraiment fondamental, c'est la conception des applications. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer des fonctionnalités pour les utilisateurs, il faut faire en sorte qu'elles soient les plus vertueuses possibles vis-à-vis du RSE. Tu nous expliques un peu ça, Arnaud? Je vais essayer. Alors le premier point qu'on peut parler, c'est, on l'a tous un peu en tête, c'est l'éco-conception.
On le fait déjà à l'appli, c'est un peu notre quotidien. L'objectif, c'est que le premier point, c'est qu'effectivement, on a besoin de sensibiliser et former les acteurs pour pouvoir réellement mettre ça en place. Ce qu'on fait aussi chez nous, c'est qu'on formule les bonnes pratiques de conception, on embarque nos développeurs, on embarque toutes les équipes et toutes les parties prenantes pour pouvoir mettre en place cette partie éco-conception. Le troisième point, bien entendu, c'est qu'on aimerait mesurer l'impact des applications pour créer un consensus et avoir quelque chose de comparable, de pouvoir se dire est-ce qu'on est capable de mesurer l'effet de cette éco-conception. Alors bien entendu, tout ça en toute transparence. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est que, enfin vous connaissez peut-être tous, c'est d'avoir un Yuka. Ce qu'on aimerait, ce serait top, c'est d'avoir un Yuka des applications et pouvoir dire, bah, c'est super, aujourd'hui, telle application qui est sortie, tel code, tel score sur une échelle. C'est ce que Yuka a créé pour les différents produits transformés. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas ça, je crois, Mathieu. Non, alors aujourd'hui, il n'y a absolument pas de consensus sur la mesure des applications, ni même d'outils qui sont en place qui fassent consensus. Alors, il y a des choses qui existent, hein, vous connaissez sans doute peut-être Google Lighthouse, qui est intégré dans tous les navigateurs, ou alors un plugin aussi de navigateur qui a été fait par le collectif Green IT en France. Alors, ils sont bien ces outils, le seul problème c'est qu'ils ne sont pas forcément adaptés à tous les types de services numériques. Et notamment, la grosse distinction, c'est qu'il y a une grosse différence entre des sites d'information, les sites grand public, avec des applications métiers. On ne va pas du tout avoir les mêmes contraintes techniques pour faire des choix. Par exemple, je prends un exemple très simple, la mise en cache. Pour une application de gestion, vous ne voulez pas de cache. Enfin, sur plein de choses, vous ne voulez pas de cache parce que vous voulez avoir l'information vivante, la plus récente possible, parce que c'est nécessaire pour le fonctionnement de l'application. A contrario, sur un site d'information, vous allez avoir des informations qui sont très peu vivantes, et donc vous allez avoir une politique de cache qui peut être très importante. Et donc il y a vraiment cette disparité qui est très compliquée à gérer pour les outils de mesure d'impact. Et donc aujourd'hui, ce qu'on a voulu faire, nous, chez CLI, c'est plutôt d'abord mettre tout le monde d'accord sur le référentiel des bonnes pratiques sur lesquelles on va s'astreindre. Donc là, on a fait le travail avec les développeurs, les concepteurs, tous les gens de l'entreprise, pour que tout le monde soit d'accord sur les mesures qu'on décide de mettre en place dans les projets. Et ensuite, ça a été de travailler sur le backlog, donc les user stories de nos applications. Effectivement, on connaît tous ces trois expressions, mais aujourd'hui, ces trois expressions, elles laissent finalement peu de place à d'autres types de valeurs que ce qu'elles prônent, tout simplement. Par exemple, la valeur métier, etc. Alors, ce qu'on propose, nous, c'est comment est-ce qu'on peut faire mieux avec ces US qui se découpent, qui nous permettent de rentrer un peu dans une sorte de consumérisme de nouvelles fonctionnalités, puis qu'on découpe, etc. Et on avance dans l'adaptation du besoin. Le premier point, c'est qu'on se disait, et si on changeait un peu cette idée d'US, et on ferait des RCS, c'est-à-dire des Responsible Citizen Stories. L'idée, c'est de dire, comme on prône depuis le début, de pouvoir ajouter des valeurs environnementales, sociales, peut-être en ajoutant une quatrième expression. De se dire, ok, en tant que je veux afin de, mais en veillant à. Aller plus loin, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi même limiter, en disant l'US, on va même la limiter à quelque chose qui en ferait une version allégée d'une fonctionnalité. Et si on va même plus loin, on peut même parler de green switch. Alors les green switch, c'est on propose au consommateur, donc à l'utilisateur, de dire ok, j'accepte de répondre à mon besoin par une fonctionnalité, mais que je dégrade un petit peu, parce que je sais que l'impact sera moindre. Alors, j'ai un petit curseur qui permet de dire non, j'accepte de basculer ma fonctionnalité dans un mode qui consommera moins, qui aura moins d'impact environnemental. Donc, pour résumer. Donc, ce qu'on vous propose de faire, c'est d'adapter les méthodes agiles en faisant deux choses. Donc, ajouter des nouveaux axes à la valeur cible, à la valeur métier. Donc, c'est redéfinir la valeur en intégrant un autre axe, notamment l'axe éco-conception, donc rajouter un éco-score finalement sur chaque user story, et un axe inclusion, puisque c'est vraiment quelque chose qui est très important aussi dans la RSE, c'est l'inclusion de tous les publics,
l'électronisme en France est vraiment une réalité. Donc c'est vraiment à prendre en considération quand on fabrique des services numériques. Nous, on est tous super habitués à cet écosystème. C'est pas du tout le cas de la population générale, où il y a vraiment un très fort électronisme. Et ensuite, le deuxième point qu'on trouve fondamental, c'est d'essayer de donner les manettes aux utilisateurs, que ce soit eux, enfin, qu'on embarque les utilisateurs avec nous pour qu'ils fassent des choix en conscience. Cette révolution, on ne la fera pas sans eux. Ce qu'il faut, c'est les accompagner pour leur expliquer cette fonctionnalité, vous l'aimez bien, mais son impact, il est très très important. Est-ce que si on vous propose cette version qui est un peu dégradée et qui consomme par exemple 10 fois moins de ressources, est-ce que ça vous va? Par exemple, un exemple qui est très simple, des notifications. Est-ce que pour un utilisateur, c'est acceptable d'avoir sa notification au bout d'une minute plutôt que de l'avoir dans la seconde? L'impact, c'est pas du tout le même. Il y a beaucoup de cas où cette notification, il peut l'avoir une minute plus tard et ça ne changera absolument rien à son cas métier. Alors ensuite, ce qu'il faut faire, c'est vraiment essayer de faire du vrai DevOps, c'est-à-dire intégrer l'observabilité dans les indicateurs métiers. Aujourd'hui, on fait plutôt du DevOps qui est centralisé que sur le technique, mais ce qu'il faut, c'est arriver à intégrer des indicateurs métiers. Bon, là, ça dépasse un peu le scope de la présentation. Alors maintenant, on va voir dans la vraie vie ce que ça donne. Parce que ça, c'est un petit peu notre recette de cuisine, mais on a essayé de se l'appliquer chez Clé. Oui, tout à fait. Dans certains projets, ce qu'on arrive à pousser, c'est cette idée de Yuka. Et comme aujourd'hui, un Yuka sur toute une application, c'est pas évident de combler toute cette chaîne. Alors ce qu'on peut imaginer, c'est plutôt de se dire, si on ramenait un EcoScore, l'idée d'un EcoScore, mais sur chaque US. Alors aujourd'hui, ce que nos consultants ont imaginé sur ce volet-là, c'est de travailler sur 5 facteurs. Je vous passe la démarche, on n'aura pas le temps de travailler tout ça, mais voilà, il y a eu des études de fait, notamment avec les consultants en interne, pour pouvoir trouver ces 5 facteurs importants. Le transfert, un transfert de données, le stockage de données, la maintenance, la compatibilité et le parcours d'utilisateur. L'idée, c'est que se dire que ces facteurs-là n'ont pas tous la même importance, donc on peut apporter des poids sur chacun de ces facteurs. Et donc globalement, on arrive à un éco-score calculé qu'on donne à l'équipe produit, au PO, PPO, pour dire c'est un axe supplémentaire pour la décision de dire cette fonction je la veux mais avec une alternative parce que ça coûte trop ou alors un impact trop fort sur tel ou tel volet, sur tel ou tel facteur. Donc pour résumer, on a différents moyens, on a parlé d'éco-score. On passe aussi par la sensibilisation de nos développeurs, cette éco-conception, et notamment par ces volets-là, et notamment grâce à l'utilisation d'un plugin qui s'appelle EcoCode. Alors on peut faire un peu de pub, c'est pour SonarCube, il a été fabriqué par un Français. Donc on se permet d'en parler, c'est plutôt local, et c'est plutôt une bonne idée. Tout simplement pour se dire qu'une fois qu'on a mis ça en place, on est capable de dire, imaginons par rapport aux valeurs qu'on avait au début et aux valeurs à la fin, en mettant en place ces différentes actions en adaptant la méthode, qu'est-ce qu'on peut trouver? Ça c'est pour l'exercice, de vous montrer qu'on peut améliorer sensiblement certains points en mettant en place ces 4 leviers qu'on a imaginés. Voilà, pour résumer, Mathieu. Ce qu'il faut bien avoir en tête, et bien le garder toujours en tête, c'est que quand on fabrique un logiciel, en fait on fabrique quelque chose, on crée quelque chose. Et donc ça impacte toute sa durée de vie, à la fois sa création, son utilisation et même son obsolescence, voire même sa fin de vie. Et donc tous les choix qu'on fait quand on crée un projet, ça va impacter toute sa vie. Donc il faut vraiment avoir ça en tête pour minimiser l'impact global de nos projets. Ça va vraiment jusqu'à la déconstruction, voire le décommissionnement complètement des applications, ce qu'on fait trop peu souvent, c'est-à-dire arrêter des systèmes quand on en a vraiment plus besoin. Souvent on attend qu'ils meurent presque de leur belle mort avant de les arrêter. Donc ça peut être aussi un levier très intéressant de dire, bon là, ce projet-là, on décide de l'arrêter, même s'il y a encore des utilisateurs, même s'il y a encore des choses, ça vaut plus le coup, on peut essayer de l'arrêter. Et ensuite, le dernier point, c'est que vraiment, nous, on a humblement essayé de faire ce travail, mais c'est vraiment à nous tous de faire le travail dans tous les projets, de se rendre compte de comment on va pouvoir améliorer l'impact de nos projets informatiques. Juste, j'avais une dernière question, il nous reste 5 minutes. Est-ce que vous avez des projets dans le cloud? Je vais vous donner une petite anecdote pour aider vos clients à comprendre. En quoi le cloud, ça peut être intéressant pour eux.
dites-leur que quand ils sont passés sur le cloud, c'est comme quand on leur a installé Linky chez eux. C'est-à-dire qu'ils ont un compteur avec des euros, sauf que les euros ils sont parfaitement corrélés avec les ressources qu'ils utilisent. Les cloud providers, ils sont pas bêtes, hein, si vous utilisez peu de ressources, bah, ils vous facturent peu. Si vous utilisez beaucoup de ressources, ou vous monopolisez beaucoup de ressources, ils vous facturent beaucoup. Donc si vous réduisez votre coût sur le cloud, vous réduisez votre impact sur la consommation à la fois électrique et de puces informatiques. Donc c'est une image qui est assez simple, et ils comprendront facilement que pour réduire leur impact environnemental de leur système d'information, ben, ils regardent leur facture sur le cloud, et si on arrive à la faire baisser, c'est qu'on fait des choix qui sont intelligents.